Courageux qui sont restés, ceux qui nous ont rejoints. Donc là, on va continuer avec une table ronde avec plusieurs intervenants très intéressants qui vont nous présenter le TOSIT et comment des grands groupes, voilà, un retour d'expérience sur de l'open source dans les grands groupes. Donc je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle et puis discuter. Voilà, on est là pour 40 minutes à peu près d'échange. Je vais prendre ça aussi et puis je vais vous donner... Donc on va faire un petit tour de table pour commencer par se présenter. Donc Gilles Viton, responsable du programme Open Source communautaire à Orange France. Bonjour, moi je suis Christophe Juillet, je travaille à la DSI Group d'EDF où je suis responsable d'architecture d'entreprise et donc de la politique open source. Donc, Florent Zara, je travaille pour NJ Digital actuellement et donc j'ai en charge pour NJ Digital notamment tout ce qui est l'inner source et l'open source. Simon Clavier, SNCF, à la direction numérique, et je m'occupe de la stratégie open source au sens large. Et on va démarrer avec Gilles. Voilà, donc on va commencer à vous présenter ce que c'est que le TOSIT et ce qu'on a voulu faire. Alors, ça marche. Ça marche pas? Donc, c'est bon, je fais avec le clavier. Donc, on part du constat d'une situation qui est préoccupante. Il y a quelques années de ça, où donc à plusieurs groupes, on va voir les membres fondateurs. Ces 6 membres fondateurs ont pris conscience qu'il y avait des problématiques communes entre eux. Donc, Simon, par exemple, la faille du Heartbleed, toi qui as connu. Alors, vous la connaissez, c'était quand il y avait eu cette faille sur OpenSSL. Et il y a eu une sorte de prise de conscience dans les grands groupes comme les nôtres, de se dire ah bah tiens, alors oui, alors finalement on utilise tous HTTPS, on pense que c'est sécurisé, et puis en fait ça repose sur une personne ou quelques personnes et personne ne regarde. Donc il y a eu cette première prise de conscience que c'est pas parce que c'est open source que quelqu'un s'en occupe en fait. Donc ensuite il y a les éditeurs open source qui commencent à fermer leur modèle. Alors, le but, c'est un constat. Le but, c'est pas d'essayer de voir comment on peut solutionner ça, mais c'est déjà de voir ce constat que ça change de modèle. Et en changeant de modèle, ça a forcément un impact sur les choix que l'on peut faire. Et donc, il y a des groupes de travail qui existent. Le but du TOSIT, c'est pas de se substituer à des groupes d'échange comme le CRIP ou l'IMA ou que sais-je, quels que soient les groupes qui permettent de partager de la connaissance. Donc des groupes de travail existent, mais ils ne vont pas assez loin dans l'opérationnel et la tech. Quand on dit l'opérationnel, c'est-à-dire de définir un plan d'action et de faire des choix et de se dire on va investir sur ces choix ensemble. Ils sont plus là pour du partage de connaissances, pas forcément pour agir à proprement parler. Donc en 2017, on décide de créer une association autour de l'open source à l'initiative donc des responsables tech et stratégie open source de ces différents groupes que je vais montrer dans un instant. C'est vraiment du vrai teasing, c'est au slide suivant. Et des RSSI, bien entendu. Et puis pour les utilisateurs finaux de l'open source, parce que c'est un constat que je faisais quand j'ai commencé à participer à des conférences, parce que je suis assez récent dans l'open source, pour ma part, je suis en poste sur l'open source depuis 4 ans et demi, c'est que dans les salons comme l'OSXP ou la Conf OW2, qui sont les 2 endroits où moi, personnellement, je vais le plus souvent, les utilisateurs finaux des grands groupes ne sont pas forcément beaucoup représentés, parce qu'ils ne se bougent pas pour se représenter suffisamment peut-être aussi, c'est pas une critique, mais c'est de dire l'écosystème open source qui repose bien sur 3 piliers, les logiciels et leur communauté, ces acteurs qui font l'open source, les fondations ou les moyens de communication autour de l'open source, comme le SXP, OW2, Apache, Linux, etc. Et puis les utilisateurs. Et du coup, les utilisateurs, ils sont pas mal consommateurs et peut-être pas assez acteurs. Donc là, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir des objectifs communs pour agir sur l'open source? Donc cette ambition commune qu'on a définie dans ce cadre-là, c'est une maîtrise indépendance et pérennité du SI. Puisqu'on voit bien qu'il y a des risques qui arrivent, qu'on ne maîtrisait pas ces risques. Donc c'est comment on peut améliorer ça et agir de façon opportune quand des besoins apparaissent sur ces choses-là. Donc ces membres fondateurs, donc merveilleux teasing, donc il y a Carrefour, EDF, Enedis, Orange, Pôle emploi et la SNCF. Et ensuite, progressivement, nous ont rejoint d'autres acteurs et ça reste complètement ouvert. C'est pas du tout fermé. C'est qui veut y participer trouve qu'il a des centres d'intérêt. Et pour savoir si vous pouvez avoir des centres d'intérêt, si vous-même vous êtes intéressé pour y participer en tant qu'utilisateur, parce que c'est avant tout pour des utilisateurs, eh bien, pour la suite, on va vous présenter le mode de fonctionnement du TOSIT et les différents chantiers sur lesquels on a déjà commencé à travailler. Alors, effectivement, sur le mode de fonctionnement, donc on a déjà
peut-être je vais me mettre devant les slides. On a déjà donc un CA. Le CA, effectivement, c'est souvent les référents open source au sein des organisations, que ce soit des CTO, des responsables open source, des RSSI. C'est vraiment la personne qui s'en occupe et c'est très propre à chaque organisation. C'est pas forcément un DSI et c'est là où on trouve discussion sur les sujets classiques, déjà la vie d'une association, le bureau, les prises de décision, président, secrétaire, trésorier, les comptes, etc. Et aussi les grandes décisions stratégiques, les prises de position, la manière de communiquer, le fait de valider par exemple qu'on vienne ici aujourd'hui, qu'on ait le budget pour un stand, voilà, ce genre de choses très concrètes. Mais ces sujets parfois opérationnels et validés par le CA sont poussés par une autre entité, que c'est le CERCOP, le cercle opérationnel en interne, qui sont plus les doueurs, les gens qui vont pousser les sujets, discuter des sujets concrets au quotidien. Ça peut être parfois les mêmes qu'on retrouve au CA, parfois d'autres. Voilà, c'est des rendez-vous récurrents mensuels qu'on a entre nous. Alors bon, actuellement c'est essentiellement virtuel. Hein. Voilà, on a aussi une mailing list à côté pour échanger. On utilise aussi beaucoup les outils. Comme on a tous on va dire des SI séparés, complètement fermés, chacun qui n'interagissent pas. On utilise beaucoup les outils Framapad, mais là on va essayer de s'en séparer, de s'en libérer un petit peu justement pour avoir notre propre outil de communication. Tout ça basé sur des outils libres, qui pourra peut-être aussi servir de base d'illustration d'exemple de ce qui est faisable pour montrer en interne. Voilà. Et on parcourt tous les sujets du moment. Ça peut être des sujets d'actualité. On voit par exemple CentOS qui change de mode de fonctionnement, le changement d'une licence d'une distribution, le changement de position d'un éditeur, la fermeture généralement. Voilà, tout ça, c'est des sujets, voilà, ça déclenche des réflexions en interne au niveau du CERCOP. Et s'il y a un intérêt global partagé, on va créer des chantiers à ce moment-là. Et donc, ces chantiers sont créés, on en a, je crois, une douzaine quasiment maintenant. Je crois que le dernier en date, c'était la partie usine logicielle. Voilà, le sujet est ouvert, il reste ouvert tant que c'est d'actualité au sein des membres. Voilà. Et alors, on a les référents qui interviennent au CA et au CERCOP surtout, et qui, ces référents, soit sont pertinents, soit vont chercher les bonnes personnes dans l'entreprise pour participer au sujet, parce qu'ils savent qu'il y a un sujet sur la data, c'est un sujet sur l'usine logicielle, un sujet sur l'intelligence artificielle, etc. Et on va les mettre en relation en interne, on va créer des mailing lists dédiés, et on va créer un groupe de travail dédié. Et voilà, avec des canaux spécifiques de communication. Souvent, ceux que les gens préfèrent, ça peut être aussi un espace sur un GitLab, un GitHub, etc. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Simon pour détailler les chantiers en cours. Alors, on l'a vu, hein, les chantiers, en fait, ils naissent et ils meurent, en fait. Hein. C'est vraiment par opportunisme, en fonction de ce qu'a amené les uns ou les autres. Donc, c'est dans le désordre. Hein. On a un chantier actuellement sur l'usine logicielle, mais alors là, c'est motivé par Atasia Njira, qui a changé son mode de licensing. Et donc, forcément, ça nous émeut. On a un sujet de chatbot parce que il y a eu côté SNCF, on développe un logiciel open source qui s'appelle TOC, qui va être démontré demain, je crois. Côté Orange, eux, ils utilisent un autre open source qui s'appelle Rasa. Donc, on a eu des discussions et des échanges sur ces sujets-là. Et je reviens dessus sur chatbot un peu plus loin. On a eu des choses sur l'intelligence artificielle, j'en parle aussi un petit peu plus loin. On a eu des choses récentes sur NIFI, où c'est une technologie qui nous intéresse. Et on a eu un Rex d'Orange qui a mis en place en open source aussi du Docker ou il me semble, autour de NIFI. On a un sujet actuellement sur le Big Data, Christophe y reviendra, avec une suite qui s'appelle Tozit Data Platform, qui est une distribution Hadoop suite au rachat Cloudera Hortonworks. On en parlera. Donc ça, à chaque fois, c'est toujours pareil. Il y a l'écosystème, il se passe quelque chose dans l'écosystème, et donc c'est comment il faut qu'on réagisse. Avant, on était tout seul, et là, du coup, on réagit ensemble. On a un sujet actuellement qui est plutôt prospectif, c'est le numérique responsable, donc on doit tous y faire face, essayer d'avoir des applications qui soient plus frugales, etc. À mon avis, ça, c'est un super terrain de jeu pour co-construire en open source. Donc c'est ce qu'on est en train d'explorer. Il y a déjà des gens qui ont dit moi j'ai fait ça, soit ils l'ont mis en open source, soit ils veulent le mettre en open source. Donc du coup on va partager pour éviter de réinventer la roue. Le sujet CentOS, on en a parlé, hein, c'est suite au changement de stratégie de Red Hat. Et puis on a des chantiers qui sont maintenant en pause mais qui ont été lancés sur les supports open source. C'est-à-dire que alors, le support open source, je ne sais pas si ça vous parle, mais
plusieurs d'entre nous ici ont des contrats de support open source généralistes qui leur permettent de s'assurer sur quel que soit l'open source. Et de manière un peu c'est pas à la volée, quoi. C'est un truc, c'est une sorte de... le mot m'échappe. Bon bref, on paye une bonne fois pour toutes, quoi. Donc c'est un vrai accélérateur, ça, pour avoir une politique open source interne. Mais après, pour monter un appel d'offres là-dessus, c'est assez compliqué. Alors, il y a les marchés interministériels de l'État qui sont très connus, etc. Et donc, on a eu des discussions en interne sur comment avaient fait les uns les autres. On a eu des approches différentes. C'était très enrichissant. Bon, là, pour le moment, on n'a plus besoin. Voilà. Mais on va peut-être le relancer. On verra selon les besoins des uns des autres. Les conteneurs, OpenStack. Sur la gouvernance, bah là, il y a eu la conférence OSPO juste avant, donc on n'y était pas. Mais on va peut-être relancer aussi ce chantier-là. Java, suite à ce qui s'est passé à Oracle, qui a rendu le Java payant, évidemment. Des sujets sur la sécurité. Typiquement, la SocGen a présenté un outil qui permet de faire du phishing interne. Donc ça a été présenté au reste du monde. Alors, phishing interne, c'est pour éduquer en fait sa population au phishing. Donc on essaye de hacker ses propres collaborateurs. C'est intéressant. La géomatique, donc il y a eu une présentation Orange, là, elle a eu lieu ou elle va avoir lieu? Il y a une conférence à 17h20 sur le retour d'expérience d'une implémentation en production. Il y a une démo sur le stand du TOSIT en A20 demain à 14h. Voilà. Et donc géomatique, c'est un des sujets qui est en pause, mais on sait que là, il y a un gisement énorme de possibilités. C'est juste qu'on n'a pas le temps pour le moment d'avoir les ressources de ces projets, mais c'est un très bon sujet. Donc quelques succès. Un des premiers, donc TOC. Donc, je vous l'expliquais, c'est ce qui motorise en fait le WeBoat, le boat SNCF. Ce qui est intéressant par son aspect open source à sa conception, c'était qu'on voulait quelque chose qui permette de garder la main et on se rend compte avec le temps qui permette de continuer à avoir l'explicabilité. Et on le verra, l'explicabilité dans l'IA, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et donc, TOC a fait son petit bout de chemin et maintenant a été repris par Enedis, par EDF. Orange est resté sur Rasa. Mais voilà, ça a permis comme ça de mutualiser ensemble sur une brique commune. Alors ça, c'est toujours positif parce que du coup, ça permet aussi de mutualiser en fait à la fois le MCO et aussi ça pérennise la solution puisqu'elle est utilisée par plusieurs personnes. On a eu TOC, ça a été un succès. On a déjà présenté plusieurs fois au POS. On a fait une conférence avec TOSIT justement avec là on voit autour de la table, il y a Maïf et Enedis pour parler de l'importance de l'open source dans l'IA. Ça, c'est la conférence AI Paris. Et puis une présentation plus particulière de TOC. Et on a eu le prix de la stratégie open source pour les actions autour de Postgre, autour de TOSIT et en particulier autour de TOC. Et maintenant, je passe la parole à Christophe qui va nous parler de TOSIT Data Platform. TOSIT Data Platform. Alors, TOSIT Data Platform, comme l'a dit Simon, c'est une distribution Hadoop. Donc, on a en fait, alors, il y a eu plusieurs déclencheurs. Hein. Effectivement, il y a eu la fusion Hortonworks Cloudera. Donc, qui a fait que en fait, le marché s'est un peu refermé. Hein. Donc voilà, il y avait plus, enfin après il y a MapAir aussi sur le marché, mais qui est pas forcément à la même hauteur. Donc voilà, il y avait plus qu'un gros acteur sur le marché. Et surtout, ils imposent leur rythme, leur version, etc. Donc, et leur coût aussi. Et donc, on a voulu rester. Alors, donc, on avait le double problème de vouloir rester dans du libre et de vouloir aussi garder notre rythme, parce qu'en fait, voilà, on est à EDF, notamment, on est des gros utilisateurs d'Hadoop. On a mis en place des usines data analytics. Voilà, et donc on n'a pas envie de faire des versions, des montées de versions tous les ans, etc. Donc, et selon nos différents métiers, pas tous au même rythme, c'est un problème. Et donc on s'est associé avec le ministère des Finances, avec la DGFiP, pour faire ce projet. La DGFiP, eux, ils ne sont pas dans le même contexte que nous, puisque eux, ils débutent dans Hadoop, en fait. Hein, ils montent leurs usines. Donc nous, nous, on a plusieurs années, au moins 4-5 ans d'Hadoop, mais on a fait ça ensemble. Et en fait, notre but, ça a été de faire une distribution Hadoop essentielle. On n'a pas pris tous les modules d'Hadoop. Hein, Hadoop, je crois que c'est une petite trentaine de modules. On a pris à peu près on a fait un premier palier avec vraiment l'essentiel, HDFS, Spark, Hive. Et puis voilà, je crois qu'il y en a une 10-15 qui sont intégrés.
Et ça a été assez vite, puisqu'en fait, on a démarré le projet au printemps, en mars, par là. Et voilà, et là, il y a une première version qui est mise en production, qui a été mise en production en septembre, qui est en train d'être présentée, qui va être... Alors, c'est un projet donc, des deux sociétés qui est cédé à Tozit, et Tozit va normalement le publier. Alors, et ça, c'est tout frais. On a rencontré hier la Fondation Apache, qui est d'accord pour en faire un projet en incubation dans leur fondation. Donc voilà, ça va être publié en libre, enfin si tout se passe bien. S'ils ne détectent pas d'anomalie dans la distribution. Voilà, donc ça c'est un exemple vraiment en cours et donc après, nous on le déploiera certainement en interne ainsi que la DGFIP, hein, c'est ce qui est prévu. Et donc un autre exemple d'action du Tozit, et là c'est plutôt d'un point de vue politique en fait. On avait été sollicité par le LNE. Alors le LNE c'est un laboratoire qui fait des certifications. Et ils étaient en train de monter une certification sur l'intelligence artificielle. Et donc c'est au travers de TOC, comme on avait témoigné à iParis, ils sont venus vers TOC et on s'est dit ouais mais nous c'est pas tellement SNCF. Par contre on veut bien porter une certaine vision au niveau de Tozit, qui est celle de l'open source pour l'explicabilité. Et donc c'est intéressant parce qu'autour, c'était plutôt des boîtes spécialisées dans l'IA, etc. Et nous, on était un peu détonnants quand même dans ce groupe. Et donc vous verrez, donc, maintenant la certification est sortie, et il y a quelques questions qui portent sur est-ce que c'est open source, etc. Et donc c'est... en partie grâce à nous, où on essaie de mettre en valeur pour qu'on puisse faire la distinguo dans les solutions qui sont certifiées entre celles qui sont open source et celles qui ne sont pas open source. Et jusqu'à où. Sujet suivant, je ne sais pas qui devait le présenter. Moi, je vais parler du premier. La suite. En fait, il y a un premier sujet qui est quand même d'ordre politique. C'est-à-dire que finalement, une association de grands comptes qui s'intéresse à l'open source, on a rempli une sorte de vide en fait dans le paysage, et on est pas mal sollicité, et c'est très bien parce que voilà, on porte une certaine voix. Donc là demain il va y avoir des annonces par Amélie de Montchalin, il y a eu le rapport Botorel, il y a eu le rapport de Philippe Latombe. On sent bien qu'aussi il y a des frémissements au niveau de l'État sur la politique open source, et donc Tozit parmi les acteurs traditionnels du numérique est entendu, est écouté, et ça c'est quelque chose de positif. Alors il faut voir que ça nous est aussi utile en interne, hein, parce que les stratégies open source dans chacun des groupes, elles ne sont pas forcément mainstream, hein. Des fois ça tient sur une personne qui se bat tout seul pour essayer de convaincre, et il a besoin de l'écosystème externe pour aussi convaincre par en haut en fait, hein. Donc ça nous aide beaucoup pour ça aussi, Tozit. Green IT, quelqu'un veut en parler ou j'en parle sinon? Alors le Green IT, on en a parlé, hein, je l'ai dit tout à l'heure. C'est donc un des membres, je ne peux pas le dire encore parce que je crois qu'ils ne sont pas sûrs de le mettre en open source, mais un des membres a fait des choses justement pour évaluer l'empreinte écologique, on va dire, d'un code. Et donc il va le présenter aux autres, et peut-être qu'il va le mettre en open source, et voilà, et ça sortira parmi les autres projets. Sur le big data, oui, on a Onyxia. Alors, on n'a pas mis le lien, mais vous regarderez sur Internet. On ne le connaît pas encore, mais il va être présenté par l'INSEE. Et c'est une grosse plateforme, en fait, de big data qui assemble différents outils. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on ne l'a pas vu encore, hein. Mais ça fait partie des sujets d'intérêt. Et puis, oui, il y en aura forcément d'autres au fil du temps. Ouais. Et puis, vraiment, ça marche par opportunité. Et puis, en plus, vraiment, nos meilleurs sponsors, c'est quand les éditeurs ont des stratégies commerciales un peu violentes. Nous, ça nous fait avancer, quoi. C'est pas mal. Voilà, et donc on a du temps pour vos questions. N'hésitez pas. Allez-y. Vous pouvez applaudir si vous avez envie, hein. Il y en a qui sont prêts là, mais lâchez-vous. Est-ce que, voilà, des questions ou des gens qui se posent la question, est-ce que ma société serait éligible à venir dans Tozit, ou pourquoi y aller, ou je sais pas, n'importe quoi. Allez, j'amène un micro. J'arrive. Alors, c'est juste une question d'ordre général.
quelle est la politique en fait d'open source en fait vis-à-vis de vos sociétés? C'est-à-dire quelle est la proportion de logiciels que vous avez en open source? Qui veut commencer? Je peux commencer par EDF. Donc, dans le groupe EDF, en fait, il y a EDF et ses filiales. Hein. Alors, je peux parler au niveau du groupe. Moi, je suis à la DSI Group. Donc, il y a EDF, en EDF SA et les petites filiales. On a une politique open source qu'on a justement remontée à haut niveau, hein, qui a été signée par le DSI en 2016. Donc, ça fait 5 ans maintenant. Et pour dire le déploiement, en fait, on a commencé, alors nos logiciels symboliques, ça a été PostgreSQL. En fait, on en avait 0 PostgreSQL en 2015 par là. Enfin, on a commencé en 2013 par des expérimentations. On a commencé à le déployer en 2015. Là, on a à peu près un tiers du parc qui est en Postgre. Le reste restant encore éditeur, Oracle, Microsoft. Voilà. Mais après, dans l'absolu, en fait, pour toutes nos solutions, on a tous les middleware, et même les autres, il y a une alternative open source. Notre politique, c'est de privilégier l'open source et quand on ne peut pas faire autrement, on prend de l'éditeur. Donc du coup, le parc, il augmente. Hein. Il y a des champs où c'est pratiquement full open source. Il y en a d'autres où c'est un peu moins. Alors après, on n'a pas donc, du coup une mesure exacte. Mais disons qu'on a, je pense que ce bon tiers d'open source, il est là même, voire plus hein, maintenant. Voilà donc pour EDF. La réponse courte pour moi est je ne sais pas. Parce que NJ est une fédération, est un immense groupe. D'ailleurs, vous avez vu les nouvelles, il y a avec Equance la séparation. Voilà, c'est compliqué. On va dire, faut vraiment, c'est 7 à 800 raisons sociales, le groupe. Il y a une grande marge de liberté, de manœuvre de chaque entité. Chacune peut revendre une solution à d'autres entités. C'est très complexe. Donc, donner une réponse dans le cas n'a pas de sens. Ça dépend des entités, des responsables, des personnes qui sont là. Au niveau groupe, effectivement, il y a des choses qu'on pousse, il y a des choses qui sont faites côté open source. Mais maintenant, pouvoir répondre à cette question de manière précise me semble une gageure pour moi. Alors, moi, je suis côté Orange France. Je ne représente pas le groupe Orange, l'opérateur telco Orange en France, je représente. Depuis 4 ans, on a mis une politique en place qui consiste à dire que tout projet qui fait une rénovation majeure, une refonte majeure de son applicatif ou une nouvelle application qui démarre est obligé de regarder l'open source. Ça ne veut pas dire qu'elle va le retenir au moment où elle va démarrer les devs, mais elle est obligée de l'étudier pour justement pouvoir argumenter pourquoi, au moment de partir et de présenter son choix final, elle a choisi ou pas l'open source. Donc j'ai un indicateur très précis là-dessus, puisque c'est le budget CAPEX qu'on investit justement pour ces refontes ou ces nouvelles applications, et on est à 7 projets sur 10 qui retiennent le scénario open source. Alors 7 projets sur 10 qui retiennent le scénario open source, ce n'est que le changement des applications qui évoluent, ça ne donne pas le patrimoine, puisqu'il y a un patrimoine qui n'évolue pas forcément rapidement. Ces 7 applications sur 10, ça peut paraître beaucoup ou faible, ça dépend de vos envies, mais en tout cas, moi, ça me paraît déjà pas mal. La chose qu'il y a dedans, c'est que à partir du moment où le projet fait du développement spécifique et utilise une base de données open source, il est tagué open source. Donc ça peut être du plus simple jusqu'à des plus complexes qui vont utiliser des logiciels en surcouche applicative qui font de l'open source aussi. Ça, je veux dire que c'est plus pour la partie build. Après, pour la partie infra, là, on n'est pas encore sur du systématique, mais enfin, c'est pas qu'on n'est pas sur du systématique, c'est que cette politique de dire vous êtes obligé de regarder l'open source, elle existe aussi, mais elle est plus difficile à mettre en œuvre systématiquement parce que les outils d'infra sont déployés pour l'ensemble des applications. Là où sur la partie build, ça va être sur le CRM, j'ai un besoin, ça reste périmétré à un sous-ensemble d'applications qui est raisonnable. Sur l'infra, ça touche toutes les applications parce qu'on standardise au maximum. On est sur l'industrialisation à outrance, excusez-moi. Et là-dessus, on a forcément l'enjeu de migration et de cohabitation des outils d'infra qui vont cohabiter, qui posent problème et qui fait que les choix ne sont pas aussi faciles. Voilà. Maintenant, on met beaucoup de moyens pour accompagner les projets, pour arriver à ces 70%, même si ça compte peut-être pas énormément dans ces pourcentages. Par contre, ça peut compter beaucoup dans ces pourcentages à long terme, je veux dire, parce qu'il faut qu'il y ait un projet qui choisisse une techno pour que d'autres projets choisissent cette même techno par la suite, par effet boule de neige. Donc on met en place beaucoup de moyens au niveau des études. C'est-à-dire qu'on a consacré un budget en interne et en externe
pour pouvoir se faire aider de ressources expertes d'open source. Donc en interne, c'est un pôle qu'on a qui fait des études, qui est dédié à faire des études open source, dont la représentante du pôle études est au 2e rang ici. Elle peut lever la main un peu plus haut, voilà. Donc il y a une équipe de 6 à 10 personnes selon les moments, qui est à temps plein dédié à faire des études pour les projets qui en ont besoin, ceux qui n'ont pas les moyens d'étudier l'open source d'un point de vue budgétaire ou qui n'ont pas les ressources connaissant l'écosystème open source. Et puis on a en externe un ensemble de contrats, c'est-à-dire comme le présentait tout à l'heure Simon, on a une entreprise comme Atos qui va être notre contrat généraliste, mais Atos étant généraliste, comme je viens de le dire, n'est pas forcément expert de toutes les solutions. Donc on essaye de compléter au cas par cas avec des sociétés spécialistes de l'écosystème qui, souvent, c'est pas systématique, sont committeurs sur cette communauté logicielle. Donc on a une dizaine de contrats comme ça, sur des acteurs qu'on a identifiés, experts de ce domaine-là, et qui nous accompagnent. Ce qui nous permet d'avoir un portefeuille de possibilités pour accompagner des projets qui veulent étudier l'open source qui est assez large et qui nous permet d'avoir une flexibilité en fonction de nos niveaux d'activité pour accompagner en étude ces projets. Et bien entendu, ces contrats nous servent pour du support et de l'expertise, parce que comme on est, j'insiste, Orange France en tant qu'opérateur telco, c'est vraiment de l'industriel, on n'est pas côté R&D. Donc si les projets veulent partir sur un outil, veulent partir sur quelque chose dont ils sont sûrs qu'ils auront du support dessus. Et donc du coup, ces mêmes acteurs, Atos et des dizaines de contrats autres, je pourrais citer Oslandia avec la conférence qu'on va faire sur le SIG, je pourrais citer Rasa, la conférence qu'on va faire demain sur les chatbots. Donc je ne vais pas tous les citer après, on fait que ces 2 conférences-là, il y en a 8 autres. Mais du coup, ça nous offre du support et de l'expertise en run quand on a des soucis. Et donc, pourquoi je vais jusqu'au bout là? Parce que du coup, on contribue de façon indirecte à ces communautés en travaillant au travers de ces contrats, mais sans être visible au niveau de la contribution. C'est-à-dire que je prends un exemple très concret qui sera cité tout à l'heure sur Oslandia. On avait besoin d'une image Docker de QGIS Server sur le domaine du SIG. Elle était dans le backlog de la communauté, simplement elle n'était pas priorisée parce que ce n'était pas une priorité pour les acteurs de la communauté. Et donc avec notre partenaire Oslandia qui est committeur, on a payé en prestation le développement de l'image Docker et on la reverse à la communauté. Mais nous on n'apparaît pas puisque la contribution se fait via Oslandia. Voilà. C'était peut-être un peu plus long que la question qui était posée, j'espère que ça allait quand même. Mais non, pas du tout. Tu voulais préciser quelque chose? C'est pas trop, enfin, je me suis peut-être mal exprimé. Oui. Attends, je t'amène le micro. Oui, enfin, là-dessus, je crois que je me suis mal exprimé. J'avais une question, enfin, plutôt assez précise. Par exemple, donc Orange est expert, par exemple, dans le web pour particuliers. Par exemple, est-ce que vous envisagez dans le futur d'ouvrir, par exemple, le logiciel donc, sur la box en open source? Alors là, c'est pas mon domaine, alors je sais pas du tout répondre là-dessus. Ça, c'est mon souci parce que c'est vraiment pas chez Orange France, ça c'est côté groupe. Donc je sais pas du tout dire, incapable de dire là-dessus. Merci quand même. Désolé. Alors, 2 questions, vas-y. Je vais commencer par toi. Donc Raoul Delpech, l'Inagora. Donc deux questions. La première, peut-être plus une demande de synthèse, c'est comment est-ce que le TOSIT aide ses membres à accélérer en fait leur stratégie d'adoption, voire de reversement de logiciels open source. Première question. Et deuxième question, comment est-ce que les membres du TOSIT ont réagi à l'annonce de l'ouverture du code de France Connect, dont certains d'entre vous, et en particulier NJ, en fait, font partie des précurseurs dans le privé pour permettre en fait l'accès via France Connect à leur service. Donc, première question, comment on s'entraide? Je vais répondre. Moi, sur l'entraide, c'est plus sur comment le TOSIT permet d'accélérer. L'entraide étant un des sujets. En fait, c'est une émulation, mais il n'y a rien de processé en fait. C'est que. C'est pas d'obligation en fait. Comment? L'exemple des autres est toujours inspirant. Ça permet, pour moi, c'est comme un supra-comité d'architecture, en fait, ce qu'on fait un peu dans TOSIT. C'est-à-dire qu'après, quand on a des conversations, soit avec ses patrons, avec un DSI ou avec un architecte, on peut dire, tiens, pour info, on a eu un témoignage de machin, il fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on fait quoi? Ça peut fonctionner comme ça. Ou alors, ils se posent des questions, ils font, voyons, on se pose des questions là-dessus. Je fais, attends, je vais demander aux gens de TOSIT ce qu'ils font. Et cette circulation de l'information
permet peut-être de confirmer ou d'infirmer des choix ou des orientations, ou même voilà, ou de créer des opportunités en fait, ou de créer une émulation. Enfin voilà. Donc c'est vraiment informel, c'est comme, mais c'est vraiment, je pense, un truc communautaire, quoi. C'est un groupe de gens qui discutent et il en sort des, voilà, il en sort des choses. L'exemple de Tu prends un micro parce que pour le film, ça marche pas. Pardon. L'exemple de Tozi Data Platform en est un très bon exemple. Enfin, Orange voulait essayer de se positionner avec EDF et la DGFiP, et puis bon, on avait d'autres choix stratégiques en interne qui avaient été faits, qui ont empêché qu'on y aille. Mais je veux dire, quand le sujet a été proposé, c'est la DGFiP qui a dit moi je vais lancer ça. EDF a levé la main, Orange a levé la main, donc c'est vraiment de façon opportune. Il n'y a pas d'obligation d'aller sur tous les sujets qui sont proposés. Donc c'est plus que du coup ça ouvre des possibles pour partager un risque. Et de ne pas avoir à prendre ce risque tout seul. En fait, c'est aussi ça qu'il faut voir. Ce qui est le propre de l'open source aussi. Il y a plein de communautés open source qui se créent justement pour innover à plusieurs, pour éviter de prendre le risque tout seul d'innover. Donc là, on le réutilise, je ne vais pas dire on le réinvente, mais on le réutilise à l'échelle du TOSIT parce qu'on a une dizaine d'acteurs qui ont les moyens de leurs ambitions, parce que c'est vrai qu'on n'est pas des petits groupes, et qui donc peuvent investir, mais du coup en prenant moins de risques et donc vont être mieux entendus de la part de leurs décideurs pour pouvoir prendre le risque d'aller sur une hypothèse qui aurait été une hypothèse faible parce que le coût aurait été trop important par rapport à là un partage du risque et surtout le fait d'être rassuré de se dire ah ouais il y en a quand même 5 autres qui sont prêts à partir avec nous pour le faire, donc c'est peut-être qu'on n'est pas en train de nous dire des bêtises en interne puisque nul n'est prophète en son pays, donc c'est toujours plus facile quand il y a d'autres acteurs en externe qui le disent avec nous. Ouais, j'ajoute juste un petit mot, oui, exactement. Le TDP, c'est un bon exemple. Ce que je disais tout à l'heure, hier, la Fondation Apache, on y a été à plusieurs, puisqu'il y avait le ministère des Finances EDF et il y avait aussi Simon au moins, voilà. Et donc TOSIT derrière. Et dire comme ça, enfin, ça, même vis-à-vis des fondations, des communautés, ça les convainc beaucoup plus rapidement de partir avec nous, hein, le fait qu'on soit plusieurs derrière. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un aspect confiance, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on se connaît. C'est-à-dire qu'on s'appelle par nos prénoms. Et ça permet de libérer beaucoup la parole, de parler sans... Voilà, sans... Je suis même à côté d'Engie. Hein. Voilà, donc... Voilà, sans filtre, c'est ça qui est vraiment un des gros bénéfices. Hein. C'est vraiment, ça permet, boum, un canal sans filtre. Tout de suite, on a une information dans 15 grands groupes. Mais qu'est-ce que vous faites là-dessus? Hop, les mecs répondent dans un petit mail. Bon, nous, pas grand-chose. Voilà, c'est très sympa pour ça. La deuxième partie de la question, je suis incapable d'y répondre. Je ne sais pas si quelqu'un est capable d'y répondre. Sur France Connect, l'ouverture du code. Alors, juste sur la première partie aussi, par exemple, moi je reprends l'exemple on est vraiment bas niveau. Quand je dis on n'est pas vraiment sur des aspects métiers, quand on travaille entre nous, on est opérationnel, on avance, c'est pas sur des sujets qui sont différenciants au niveau métier, business, c'est vraiment des sujets techniques sur lesquels on va avancer. Typiquement, les usines logicielles, il y a quelqu'un qui dit voilà, on rencontre les mêmes problèmes. Je sais qu'avec les SNCF, on a deux manières de faire nos usines logicielles qui sont identiques. On va essayer de prendre le best of breed, faire la glue entre tout ça. Et voilà, on rencontre les mêmes problématiques avec les mêmes éditeurs. Et voilà, on partage comment un tel réagit. Tiens, moi j'ai comparé, j'ai trouvé telle solution qui remplace. Donc voilà, on peut regarder. Nous, on a fait un composant qui permet de faire la glue côté NJ Digital, qu'on va sortir en open source aussi, qui permet d'avoir des métriques, de faire de la refacturation au projet, de gérer le support, etc. Le truc assez avancé. Ce truc-là, bon, on procrastine un peu, mais on va y arriver. Ça va peut-être être mon deuxième projet qui va sortir en open source pour NJ Digital. Voilà. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, je vais faire la même réponse que Gilles tout à l'heure. Je suis NJ Digital. Effectivement, on a un éditeur interne, mais alors j'en sais rien du tout. Voilà, c'est pas du tout le domaine. Et moi, je travaille avec la douzaine de plateformes en interne qui développent, et il n'y en a aucune qui travaille sur France Connect, donc je ne sais pas. Bonjour, Nicolas Chauvin, société Logilab. Alors, moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que je fais du logiciel libre. Il y a à peu près 20 ans, avec Olivier qui est assis à côté de moi, on a créé Logilab, une société qui fait du service en logiciel libre. Avec les autres sociétés qui sont créées à la même époque, on était dans les mêmes associations, etc. Le modèle que vous avez décrit, c'est exactement celui qu'on appelait de nos voeux. Donc voilà, je suis très content de voir ça et d'entendre ça aujourd'hui de la part de tous ces grands groupes français. Merci, j'ai passé une bonne journée. Et le deuxième petit commentaire que je voulais faire, c'est concernant EDF. Alors j'ai entendu que vous êtes à la DSI. Il se trouve que pendant 15 ans, on a maintenu des logiciels libres pour EDF R&D. Voilà. Alors EDF R&D, oui, effectivement, c'est un producteur de logiciels qui publie en open source, oui, des codes de calcul, etc. Ils s'en font pas mal. Alors ça, on peut dire un mot là-dessus, hein, c'est méconnu, hein, mais EDF produit des logiciels de calcul par élément fini en open source.
Oui. Tout à fait. Pour revenir sur ce sujet, effectivement, on a aussi nos turpitudes. Hein. C'est, voilà, on se dit des grands groupes, ça avance pas souvent facilement, mais ça nous aide, comme on disait, Gilles, nul n'est prophète en son pays. Donc ça permet de nous booster un petit peu en interne. On a encore des outils pour communiquer parfois entre nous. C'est compliqué, on n'a pas les mêmes outils. Un coup c'est sur un Jitsi, un coup c'est sur un Meet, un coup c'est sur un Skype, un coup c'est... Voilà, chacun en héberge. Ça peut être compliqué parfois la collaboration, mais on y arrive. Et comme dit, on s'appelle par nos prénoms. Et il y a des canaux de communication, on se connaît, on sait trouver parfois la bonne personne en interne. Ça débloque des choses aussi. Même si parfois on va pas... Au-delà de produire du logiciel ou montrer qu'on fait des choses ensemble concrètement, comme on le fait là aujourd'hui, il y a vraiment des canaux de communication qui sont ouverts et qui permettent d'avancer ensemble. Voilà. Moins vite, mais on avance. Oui, une question. Alors, pareil, hein, tout ce qui a été présenté était vraiment intéressant. Et c'est, je pense, même instructif pour d'autres acteurs, au-delà de ceux qui sont dans la salle, de voir tout ce que vous avez fait. La question que je me posais, c'est... Là, vous parliez de la collaboration entre Engie, entre SNCF, entre la DGFiP, qui sont quand même beaucoup d'acteurs, soit publics, soit qui ont des missions de service public. Il y a une loi de 2016 qui est en vigueur depuis 2018 qui impose à ce que tout document produit reçu dans le cadre d'une mission de service public soit ouvert, donc open source. Dans quelle mesure... Alors c'est très bien ce que vous faites, hein, c'est vraiment pas pour critiquer, mais je me dis, c'est bien que vous le fassiez parce que ça a du sens que ça soit fait, mais dans quelle mesure l'application de la loi entre aussi en jeu dans ce choix de l'open source et des convergences? Moi, je vais faire une première réponse pour SNCF. À mon avis, 0. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça a été vu. Et non, il ne s'est même jamais arrivé à mes oreilles, à part par discussion justement en interne. On en parlait un peu avant. Mais en tout cas, c'est pas... J'aimerais bien, à la limite, moi j'aimerais mieux. En fait, je trouve que ce serait un accélérateur. Ça pourrait être un accélérateur. Mais ce n'est pas le cas actuellement. On est plus préoccupé par l'open data. Ne serait-ce que ça, l'open data, c'est déjà... une grosse épine dans le pied. Qu'est-ce qu'on ouvre, jusqu'où on ouvre, ouais, mais si on donne nos données à Google, enfin c'est un truc, c'est déjà très compliqué. Alors vraiment, bon. Pour autant, on a fait une conférence tout à l'heure avec Luciane sur les verticales industrielles. Moi, je pense qu'il y a intérêt, notamment pour le domaine ferroviaire, de faire plus d'open source. Je pense qu'on y a gagné. Hein. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur cette question. Je peux te dire un mot pour EDF. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu dis sur Open Data. Nous, on a ouvert une plateforme Open Data EDF, là. Et effectivement, donc là, on est obligé, enfin d'ailleurs RTE est dans la salle aussi, voilà, on est obligé de publier un certain nombre de données. Et puis après, on en partage d'autres. Ouais. Donc là, oui, effectivement, il y a eu tout un... Enfin, nos juristes, après, sont sur le coup. Après, sur la publication open source, effectivement, c'est pas drivé par la réglementation. Par contre, effectivement, c'est pareil, hein, on regarde avant de publier, enfin, on parlait des codes de la R&D, voilà, ça passe par les mains des juristes, etc., qui vérifient que c'est bien en conformité avec ce qu'on a le droit de faire en tant que service public. Ouais. Ça répond ou... Moi, de mon côté, la seule interaction, du moins ce qui était quand même une grosse interaction avec le département juridique du groupe, ça a été quand on a mis en place la licence inner source. Parce que c'est une vraie problématique. C'est autant dans un même groupe homogène. Je pense par exemple à SNCF où voilà, c'est une même entité, c'est facile de partager le code source entre soi. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas forcément besoin de licence inner source. Au sein d'un groupe comme Engie, avec, comme je disais, 700 à 800 raisons sociales, chacun son marché, qui peuvent parfois être en compétition sur des mêmes marchés, c'est moins vrai, mais ça a pu être le cas. Voilà, il fallait cette licence inner source pour définir les règles du jeu de je partage entre entités, entre BU, entre BE. Et voilà, ça, c'est les interactions que j'ai eues avec le département juridique pour valider cette licence. On a travaillé en duo. Après, les aspects que tu cites, je les ai jamais, ils se sont jamais remontés, quoi. Ils étaient au courant, les juristes, hein, tout ce qui concerne l'open source, inner source. Voilà, maintenant, ils connaissent. Hein. Ça, j'ai été agréablement surpris. On a représenté un petit peu le sujet, mais c'est des sujets qui de plus en plus sont maîtrisés. Même là, au niveau sécurité groupe et sécurité ONG Digital, ils prennent en compte le risque juridique lié aux licences, la compliance, comme on dit maintenant. C'est des choses qui sont pris en compte, il y a des choses qui sont définies là-dessus, mais sur le fait de... Voilà, sinon, ce que tu cites particulièrement, j'ai jamais entendu parler particulièrement. Pourtant, les gens sont sensibilisés à l'open source. Sans trop m'attarder là-dessus, c'est la même loi qui traite de l'open data, donc des données, et l'open data sur le code. Donc, tout ce qui est produit, reçu, que ce soit des logiciels ou des données, par des acteurs qui sont dans le cadre de missions de service public,
doit être ouvert. Donc les juristes qui connaissent le cadre pour les données connaissent le cadre pour le code source. C'est juste que c'est plus complexe parce qu'il y a aussi des enjeux économiques et de concurrence, ceux que tu cites. Mais je ne l'évoquais pas. C'est juste me dire que tout ce que vous faites est génial, mais que c'est un peu en deçà de ce que la loi oblige à faire. Donc, voilà. Je ne parlerai pas pour le groupe. De toute façon, je ne suis pas habilité à parler et de me dire que voilà, voilà, moi je ne sais pas si ça rentre ou pas dans le cadre de cette loi. J'en ai aucune idée. Je ne suis pas juriste. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur ce terme. Non, mais c'est bien. C'est un sujet. Il faut qu'on. Bonjour, merci. Je vous ai tout à l'heure entendu parler d'un des éléments qui vous emmène, c'est de dérisquer, de réduire les coûts, etc. J'aimerais vous entendre parler par rapport aux évolutions, par rapport aux investissements, par rapport à tout ce qui est stratégie à long terme de tous ces projets open source. J'ai un peu pas entendu parler de contribution, mais si on regarde à 2, 3, 5 ans, comment vous positionnez par rapport à ça? Parce que là, il faut investir. Je vais répondre pour SNCF et après je laisserai les autres répondre. Pour le moment, il n'y a rien de concret d'établi. En fait, c'est vraiment complètement opportun. Et j'aimerais bien justement qu'on se projette plus et typiquement qu'on mette en place un vrai OSPO, qu'on se pose la question. Et on va être plutôt drivé, c'est marrant, on en discutait tout à l'heure, on va plutôt être drivé par le fait de faire une verticale industrielle et peut-être de l'open source ferroviaire. Et ça, je pense que ça va plus intéresser la SNCF que simplement de dire ouais, on va mettre des briques open source dans l'IT. Ça, je pense qu'on va avoir du mal à mettre de l'argent là-dedans, surtout pour répondre à la question de l'empreinte open source à la SNCF. Nous, on est parti en 2013, il n'y avait pas grand-chose. On est arrivé avec Postgre. Petit à petit, par le fait de mettre en place des comités d'architecture stratégique où on fait parler tout le monde ensemble, on a réussi à mettre tout le monde d'accord sur le fait que quand même, dès qu'on a un usage technologique à ajouter, ce serait mieux s'il est en open source. Donc on se force à regarder et globalement ça marche plutôt bien parce que faire rentrer des solutions propriétaires dans le schéma directeur technique SNCF, moins. Mais comme il y a eu toutes les offres PaaS et le cloud, ça a beaucoup changé la donne. C'est-à-dire qu'on fait pas mal de solutions open source mais dans le cloud. On peut se poser la question, est-ce que c'est encore toujours complètement open source? Est-ce qu'on a toujours la maîtrise, indépendance, pérennité du SI qui nous est si chère? Donc j'appelle moi de mes voeux que dans une boîte comme SNCF, en fait, ça pose le problème de se projeter dans le moyen long terme, en fait. Et on est trop dans le court terme. Bon, voilà, c'est le constat, quoi. D'autres témoignages, peut-être différents ailleurs. Vas-y, commence. Côté EDF, alors nous, par contre, on a quand même, enfin, ça, quand je parlais de la politique là, qui a été signée en 2016, en fait, derrière, avant et après, il y a tout un dossier, toute une politique industrielle derrière. Donc, effectivement, quand on se lance dans des projets ou quand on prend des open source, on a fait un business case sur des pluriannuels, sur des années, parce que derrière, on a des gros contrats éditeurs aussi. Voilà, je ne vais pas tout exposer là, mais en tout cas, oui, il y a une vraie logique. Et après, pour répondre à ta question, comment, en fait, l'open source, là, justement, on a 5 ans de recul. Quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on y gagne. Alors, on y gagne financièrement, mais on y gagne aussi en ouverture, justement en partenariat avec des partenaires, etc. Donc, il y a eu le bilan est positif, mais après, voilà, on a un plan. Après, si on voit que le plan, il y a certains déboires aussi. Il y a des choses où on a rectifié la copie. Mais en tout cas, oui, on se fixe des plans, pluriannuels sur 5-10 ans pour gouverner notre SI. Ouais. Oui. Ah oui, je veux dire, les open source, si on prend un open source. Oui. Postgre est un bon exemple. Postgre, on contribue à la communauté. Enfin, d'ailleurs, Simon, il fait partie aussi d'un groupe, on en a parlé tout à l'heure, là, qui anime et on reverse des choses à la communauté. Et donc, du coup, nous, on investit, on a un pôle GBD là, qui travaille sur Postgre. Oui, on a des ressources. Et là, il y a une partie de l'équipe, là, et voilà, il contribue aussi pas mal. On investit dans les. Oui, on fait pas que consommer de l'open source. Voilà, on y contribue. Ouais. Et ça, c'est vraiment dans le but de. Enfin, je peux prendre d'autres exemples. Je sais pas, par exemple, HAProxy. Voilà, parce que je vois Jonathan là, c'est le chef de projet. Voilà, donc on a investi dessus. On a fait des adaptations dans notre contexte.
Et parce que ça nous permet de se débarrasser d'appliances, de choses comme ça qui nous coûtent cher en fait. Donc voilà, la balance. Mais ça c'est pareil, c'est des plans qu'on a fait sur des années. Ouais. Globalement, nous, le programme, il a été drivé par les éditeurs au démarrage, donc l'économie sur les coûts de licence. Ensuite, il y a une volonté qui doit être imprimée par le responsable du programme. Donc, dans le cas présent, c'est moi. Donc de dire il faut que ce soit vertueux, justement, pour qu'il y ait un juste retour. Mais ce juste retour, il faut qu'il soit fait en win-win, en fait. Et c'est très facile de trouver du win-win dessus, en fait. Donc je veux dire, c'est pas très difficile de convaincre petit à petit. C'est plus difficile de le mettre en musique par rapport à la modification des processus et des habitudes, en fait. C'est plutôt ça. Donc des exemples concrets de contribution, ça va être l'exemple de Docker que je citais tout à l'heure pour la dockerisation de QGIS. L'avantage pour nous et comment je le vends en interne, parce que la première réaction, ça va être ok, si on l'avait fait avec un logiciel propriétaire et qu'il avait bien voulu nous le développer, parce que ça encore, ça reste à prouver, les logiciels propriétaires qui acceptent de faire quelque chose pour un client, c'est assez rare en général, beaucoup plus qu'avec l'open source. L'open source, c'est plutôt courant si c'est cœur de métier du logiciel correspondant. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Même en imaginant que ce logiciel propriétaire est accepté de le faire, il va nous faire payer la maintenance dessus, etc. Alors que là, on le reverse à la communauté, le maintien en condition opérationnelle est garanti derrière pour les prochaines versions si c'est bien pertinent de le reverser. Donc là, c'est win-win direct, c'est-à-dire ok, on met de l'argent, mais on sait qu'on a un retour dessus, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, l'autre point, c'est de dire est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens d'aider à la pérennisation et à la contribution à ces communautés. Donc c'est pour ça que là, les deux exemples de conférences que je citais, qu'on va faire là sur l'OSXP, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de généraliser petit à petit sur tous nos projets pour justement dire à d'autres grands industriels, vous voyez, Orange le fait, donc vous pouvez le faire. De la même façon que les autres disent la même chose quand on est dans notre groupe de travail TOSIT, mais de venir le dire à tout le monde. Parce que du coup, ça fait plus d'auditoire, donc ça peut augmenter le taux d'utilisation du logiciel correspondant. C'est gagnant pour nous, c'est-à-dire que ça pérennise la source logicielle qu'on a décidé d'utiliser sur le long terme. Et deuxième aspect, on essaie de le faire en collaboration avec le partenaire qui nous soutient en externe pour le faire. Parce que quand j'ai pris le programme, je me suis dit, si je veux rester responsable du programme open source à vie, ça va être très facile. Surtout, je ne fais pas avec des partenaires externes, j'essaie juste de trouver des contributeurs en interne. C'est très important, les contributeurs en interne, je ne veux pas le négliger. C'est juste, je veux dire qu'en termes de démultiplication, c'est impossible d'aller loin avec ça, parce que nous, Orange, on fait beaucoup de sous-traitance. Le but, il faut avoir de l'interne, il faut avoir des gens qui sont près de nos métiers et des préoccupations de notre stratégie du SI pour pouvoir le faire. Maintenant, le dernier aspect, donc ça c'est pour faire la pub pour notre partenaire, pour aussi pérenniser économiquement notre partenaire. Maintenant, et c'est bien pour nous parce que ça veut dire que du coup il va être pérenne et qu'il ne va pas nous claquer dans les doigts au bout d'un ou 2 ans. Le dernier aspect qui est important dans l'open source, ce qu'on découvre petit à petit, mais je veux dire, on le sait, je le savais depuis le début, mais entre le dire et que les gens en prennent conscience dans leur quotidien, c'est pas la même chose. Et là, il y a cette vraie prise de conscience. Maintenant, au bout de 4 ans, je le vois largement. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas que l'open source dans les piliers de notre stratégie. On a le cloud, on a les API, on a l'interopérabilité, security by design, toutes ces choses-là. Et du coup, à chaque fois qu'on regarde un de ces nouveaux sujets, on s'aperçoit que c'est toujours plus facile avec l'open source parce que tout est ouvert, tout est standardisé et il n'y a pas quelqu'un qui vient poser une petite API avec un petit truc propriétaire qui fait qu'on est obligé d'utiliser l'outil voisin que lui-même vend aussi, etc., etc. On n'est pas coincé dans le cloud parce que on paye pour une place de parking et puis on doit payer tout le parking. Si vous voyez qui je parle, vous comprendrez. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là. On se rend bien compte que l'open source devient un prérequis, un enabler de l'application de tous les autres pans de la stratégie du SI. Donc ça dépasse juste l'intérêt initial qui était je vais gagner des coûts sur les licences, même si ça reste un intérêt majeur, parce qu'il est beaucoup plus facile de mesurer le retour sur investissement sur les licences de façon simple et factuelle que de le mesurer sur le reste. Voilà. Il est long, mais il dit des trucs intéressants quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a dépassé le temps. Non? On n'a pas dépassé? Quelques minutes. Une autre question? N'hésitez pas. Eh bien, merci.